Chères spectatrices et spectateurs, je m'appelle Olivier Artaud et je vous présente ma toute première saison théâtrale. Ce sera une épopée que je promets polymorphe. Il y aura du théâtre de répertoire, du théâtre de création, du théâtre engagé, indiscipliné, féministe ou autobiographique, en passant par l'adaptation de romans à succès. On voyagera ensemble à travers des époques et des lieux, du début du 19e siècle aux années 70, du parc La Fontaine à la campagne britannique. Bref, du théâtre, il y en aura pour tous les goûts. J'ai tenté de trouver les mots, les gestes et les contextes les plus fertiles pour dépeindre avec fougue l'instant présent. Voici la 53e saison du Théâtre Le Trident. On débute la saison avec Hosanna ou la Sherazade des pauvres de Michel Tremblay. Quoi de mieux pour célébrer son 81e anniversaire que de redécouvrir ce personnage mythique sur plusieurs décennies? Maxime Robin signe sa première mise en scène. Elle promet d'être festive et viscérale. Maxime Robin, tu présentes ta première mise en scène au Trident. Ouais. Tu feras un collage de La Sherazade des pauvres, qui est le plus récent roman de Michel Tremblay et de Hosanna. Ouais. Dans le fond, tu vas retracer, déplier ce personnage-là des années 70 à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour toi faire, premièrement, une première mise en scène au Trident et célébrer les 80 ans de Michel Tremblay avec ce personnage mythique? Ben, c'est extrêmement gros là, pour moi. C'est vraiment impressionnant. Je suis très, très excité. J'ai vraiment hâte de travailler sur un plateau comme celui du Trident. Ça va être la première fois pour moi. Et puis, ben, Hosanna, c'est un personnage duquel je me suis toujours senti proche, là, tu sais, par son rapport au genre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, depuis quelques années, même depuis toujours, là, mais j'en parle plus depuis quelques années. Et puis, on dirait que je suis très curieux de voir où ça va nous mener, là, ce collage-là, ces deux temporalités-là, les mettre ensemble, qu'est-ce qui va apparaître? Parce que le rapport au genre au Québec a beaucoup changé, là, tu sais, surtout dans les dernières années, on le voit plus, mais par rapport à ce que c'était dans les années 70, quand Michel écrit Hosanna, c'est comme... Ouais. C'est autre chose. Je peux-tu dire Michel? Oui, je peux dire Michel. Ben oui. Oui, Michel. Okay. Fait que c'est ça, j'ai très hâte, je suis très excité. Tu as rencontré Michel Tremblay? Oui, je l'ai rencontré dans un tout petit cubicule au Salon du Livre de Montréal. C'était très particulier. On sortait de là, c'était comme, en tout cas. Mais c'est ça, je veux savoir cette rencontre-là. C'est quoi que ça t'a fait de le voir? C'est quoi cette confiance-là qui t'accorde de monter ce c'est ça. Ça, c'est fantastique parce que Michel, c'est quand même... c'est une légende, là, c'est un monument de la littérature au Québec. Et puis là, il était au Salon du Livre. Là, moi aussi, je suis au Salon du Livre. Moi, il n'y a pas un chat qui est venu voir mon stand, bien sûr, mais quand je suis allé à Michel, il a fait genre une file, ça n'a aucun sens. En tout cas, puis là, on s'est retrouvés. Il m'a dit, viens dans le petit cubicule. On est allé dans un petit cubicule. Puis là, on a mangé des petits sandwichs. Et puis, tu sais, là, je marchais sur des œufs. Je disais, Michel, je ferai un collage, tu sais. Puis il y a peut-être des affaires que j'aurais... Tu sais, j'ai des idées dans ma tête qui sont pas dans le roman ni dans la pièce. Je voudrais peut-être les ajouter si t'es à l'aise avec ça. Puis il était là, tu sais, il me dit, Maxime, il roule ses airs comme un Montréalais. Il dit, Maxime, il dit, j'ai vu des centaines de Hosanna partout dans le monde. Je suis très curieux de voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Fait que là, j'étais là, tu sais, il m'a comme... Directement. Ouais, j'étais très... C'est vraiment... C'est un grand monsieur, là. C'est vraiment quelqu'un de très, très grand. Il aura 81 ans quand ça va jouer. Incroyable. Quand même, il écrit encore des livres à 80 ans. C'est assez impressionnant. Hosanna sera donc en deux époques. Donc, deux personnes vont interpréter ce personnage-là. Ouais. Vincent Roy va interpréter la pièce qu'on connaît. Ouais. Et Luc Provost, alias Mado, va interpréter Hosanna plus âgée. Ouais. C'est signé, là? C'est signé? Je sais pas. Une autre figure importante, quand même. Oui, Mado. Oui. C'est extraordinaire. Ça, c'est comme... c'est un rêve, en fait. Ben, écoute, même c'est au-delà du rêve, là, comme on dit. D'avoir une légende aussi, comme Mado, qui participe à ça, tu sais, puis... Ce qui est fantastique, comme tu le sais, Luc est formé comme comédien, tu sais, fait j'imagine qu'on peut compter sur lui à ce niveau-là, mais aussi ce qu'il incarne, ce qu'il est pour les Québécois, pour les Québécois de l'époque et ceux d'aujourd'hui aussi, ce qui est pas tout à fait la même chose, là. Moi, je trouve ça, c'est très, très porteur, là, que ce soit lui qui joue Hosanna plus âgé, là. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant pour ceux qui ont lu le livre et qui le savent, sinon je vous révèle un punch. Mais tu sais, Hosanna, après... Dans la pièce, elle est humiliée, puis après ça, elle ne remettra plus jamais son costume de Cléopâtre. Ouais. Fait que c'est un petit peu comme si Mado, Luc, va jouer l'inverse de ce qu'a été sa vie. Quelqu'un qui a jamais eu le courage de réenfiler sa robe. Là, complètement. Ça, c'est intéressant. C'est magnifique. Ouais.
On te connaît pour les contes à passer le temps. On te connaît comme comédien aussi. Tu viens de jouer Paul dans N'essuie jamais de larmes sans gants. À quoi on peut s'attendre de l'esthétique de Maxime Robin? Ben là, j'ai envie que ça soit un peu fou, là, c'est sûr. Là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, en lisant le roman, en fait... La prémisse du roman, c'est qu'un journaliste du Fugue, dans notre cas, ça va être une journaliste du Fugue, veut rencontrer Ozana pour en apprendre plus sur les années 70, fin 60, 70 et un peu 80, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand tu t'intéresses à ça au Québec, c'est là que ça a viré de bord, là, un peu, là, tu sais. Fait que là, je me dis, ah mon Dieu, je pense à mes parents, à la musique que mes parents écoutaient quand j'étais jeune, puis ça, j'ai vraiment envie, on va voir si ça se peut, mais de recréer le feeling des années 70, là, comment ça bouillonnait, l'intrigue se passe à Montréal, comment à Montréal, on venait de vivre l'Expo, il y avait les Jeux olympiques, le métro venait de... Tu sais, tout ça, toute cette patente-là, ce bouillonnement qui changeait la société, qui changeait les gens, puis Ozana, Claude, c'est son nom avant d'être Ozana, lui aussi il va changer. Fait que je trouve ça intéressant de mettre ces choses-là en parallèle. Fait que je voudrais qu'il y ait comme cette espèce de folie-là, de danse, de musique. Il y a beaucoup de... Puis évidemment, c'est une vie de cabaret, c'est une vie de nightclub. Là. Alors j'aimerais ça aussi qu'on réussisse à recréer ça dans une certaine mesure sur la scène du Trident. Merci Maxime. Avec grand plaisir. On se retrouve cet automne. Oui, oh mon Dieu, oui! Considérée comme l'un des véritables moteurs du féminisme troisième vague au Québec, Martine Delvaux livre avec Pompière et Pyromane une ode à la sororité, à l'amour filial et au soulèvement. Menée par deux créatrices indisciplinées, Laurence Brunel-Côté et Julie Cloutier-Delorme, la proposition risque d'être très singulière. Julie Cloutier-Delorme, Laurence Brunel-Côté, vous formez le Bureau de la Pop. Le Bureau de la POC, qui est connu notamment pour Les Oiseaux mécaniques, qui a été présenté ici au Mois Multi, La jeune fille et la mort au FTA, pour ne nommer que ceux-là. Vous faites du théâtre indiscipliné. Pour un néophyte, qu'est-ce que le théâtre indiscipliné? Je me lance. Alors, ben oui, j'aurais envie de dire le désir de ne pas se renfermer dans une discipline, donc toucher à plusieurs disciplines multidisciplinaires, indisciplinées, vient du désir de se donner une liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Ça vient par des élans, puis donc on va toucher à toutes sortes de disciplines pour faire un beau mélange de tout ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter là-dessus? C'est très bien dit. Donc, la liberté d'aller vers le visuel, le sonore. Parfois, on fait plutôt des installations. Parfois, on enregistre des chansons, on fait des livres, de la poésie, donc, selon ce qu'on veut montrer, dire, démontrer. Tu as été approché pour Les Oiseaux mécaniques par le Bureau de la Pop pour être DJ. C'est un exemple de manière dont vous décidez de choisir les gens qui vont performer dans vos spectacles. Qu'est-ce qui a guidé vos choix pour Pompière et Pyromane? On choisit ce que les gens sont dans la vie. On sait que Pompière et Pyromane, Martine l'écrit pour sa fille, en s'adressant à sa fille. Donc, on trouvait ça important que sa fille soit avec nous. Pour pas faire semblant. C'est pour elle, en fait. Puis, ben, pour sa génération. Puis, on a voulu travailler avec des gens du Trident, des gens qui travaillent. Donc, on invite une régisseuse à être sur scène avec nous. Oui, c'est ça. Ou aussi, des fois, j'aurais envie de dire qu'on invite les gens qui vont nous surprendre dans leur création ou qui ont fait quelque chose puis ça nous touche. Donc, on n'a pas peur de dire « Ah, mais ça existe déjà. Ils ont fait une œuvre, puis elle nous a marqué. » Puis, donc, on invite à cette œuvre l'artiste à venir installer l'œuvre ou reproduire l'œuvre sur scène dans notre travail ou avec nous. En partant des matériaux qui existent déjà, puis en les jumelant ensemble, ce qui crée une nouvelle œuvre. Oui, exactement. On glane, puis on colle, puis j'ai un peu l'impression qu'on reste plus proche du vrai de cette façon-là, parce qu'on n'est pas en train de recréer un décor, mais plutôt présenter une œuvre qui existe, qui a été créée dans un autre contexte, mais là, on la jumelle avec... On la joint à d'autres choses et
c'est ça, de rester proche du vrai le plus possible parce qu'on aime ça, de pas faire semblant. Et c'est un thème qui revient beaucoup dans Pompières et pyromanes, tu sais, qu'on peut plus faire à semblant, faut arrêter de faire comme si tout allait bien. C'est ça. Tout ne va pas bien. Il n'y a pas de fiction, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment vrai, là, exact. Martine Delvaux est une professeure, essayiste, penseuse contemporaine extraordinaire qui, je pense, a marqué beaucoup non seulement les imaginaires, mais les idéologies du Québec contemporain. Qu'est-ce que ça vous a fait quand je vous ai présenté cette œuvre-là, Pompières et pyromanes, montée du Martine Delvaux au théâtre? Ça a été quoi les premières sensations qui ont été générées par ce texte-là? Ben, je pense... Tu me diras. Je pense aussi on avait... on a un intérêt politique de présenter quelque chose qui parle sur un texte important, qui parle de comment va le monde, où on arrive à la fin du monde, c'est quoi la crise écologique. Évidemment, Martine Delvaux a une lunette féministe. Ça aussi, on était intéressés par ça. Donc, on avait envie de rentrer dans un parcours réflexif aussi, de réfléchir avec elle sur des enjeux contemporains, réels, puis elle travaille par fragments. Donc, elle écrit des textes qui nous ressemblent plus. On n'aurait probablement pas été capable de monter un texte, un dialogue de théâtre. Donc, ça nous donnait la liberté de faire quelque chose qu'on était capable de faire. Puisqu'il n'y a pas de narrativité, donc vous fonctionnez aussi par élan, par image, justement. C'est quoi les premières images qui vous sont apparues? C'est à quoi on peut s'attendre là, au jour d'aujourd'hui? C'est quoi les premières ressources sensibles ou les premiers flashs que vous avez eus pour la mise en scène de ce spectacle-là? Ben c'est sûr que le feu était d'abord là, très présent, mais on veut pas mettre le feu au Grand Théâtre de Québec quand même, là, mais donc on a voulu... moi, une image qui est vite arrivée, c'est avec l'œuvre de BGL, donc la source, qui est une glissade, donc qui... Pour moi, le fait qu'on tombe, tout glisse, on fonce dans un mur, il y avait comme plein de symboliques, je trouvais qui s'arrimaient bien avec le projet et de l'imaginer, là, c'est ça, en scène, et de reproduire encore une fois cette œuvre qui a été au Jardin de Métis et que, c'est ça, je pense que tu étais allé glisser, toi? Avec Simon. On avait glissé. J'ai très hâte, en tout cas, que le public expérimente le Bureau de la PA. Donc, on se retrouve cet automne. Yeah, merci. Super. À bientôt. Merci. Satire sur le vieillissement et les relations amicales, Larry Tremblay et Claude Poisson, qui nous avaient offert l'Orangerie, se retrouvent pour rire de leurs excès. En coproduction avec le Centre du théâtre d'aujourd'hui, l'autodérision sera au menu. Claude Poisson, tu vas mettre en scène Coup de vieux de Larry Tremblay, une coproduction avec le Centre du théâtre d'aujourd'hui. T'es connu pour tes mises en scène, t'en as fait plus d'une centaine. Quand j'ai regardé ce CV-là, c'était assez impressionnant. Je suis très, très honoré, très flatté de te recevoir. Qu'est-ce qui guide tes choix après avoir monté plus de 100 pièces de théâtre, des shows de musique? Qu'est-ce qui t'appelle maintenant après cette grande carrière-là? J'aurais tendance à croire que c'est ce qui m'a toujours guidé. En fait, quand je lis une œuvre, si un paysage du mystère à l'intérieur de cette œuvre-là, si je la comprends tout de suite, c'est mauvais signe. Ouais. Probablement que je la comprends pas tout de suite. Mais si, au contraire, il y a quelque chose qui fait en sorte que j'ai le goût de relire, de replonger, c'est déjà un atout important. Ouais.
Après ça, ben il y a où t'es rendu dans ce que tu as envie de dire, quel est ton rapport avec l'autrice ou l'auteur qui est avec toi, as-tu envie d'un grand plateau, as-tu envie d'une scène intime, toutes ces choses-là influent effectivement. Mais Larry Tremblay, c'est un partenaire de longue date. Oui. Au Trident, il y a eu l'Orangerie, qui est le plus récent spectacle de ce binôme-là d'artistes. C'est quoi ta relation avec Larry? Ça date de... Tu sais, parce qu'on sait que Coup de vieux, c'est une satire sur l'amitié, le vieillissement. Fait que c'est sûr que j'imagine qu'il y a un peu de vous là-dedans. C'est une création, si vous partez de zéro, donc pas une adaptation d'un de ses romans. Qui est Larry Tremblay pour toi? Pourquoi cette fusion-là entre vous deux? Larry, ça date des mi-95, donc ça fait bientôt 30 ans qu'on se connaît. On m'avait demandé de faire un collage de ses œuvres, ses premières œuvres, dans le festival en Limousin, à Limoges, des francophonies. Et donc, mais je connaissais peu et l'homme et ce qu'il faisait. Et j'avoue que j'ai trouvé un terrain de jeu là absolument fascinant. La force chez Larry Tremblay, c'est que ces vieux-là, qui viennent de réaliser qu'ils sont vieillissants, sont sortis d'un lieu réel. Ils sont dans un non-lieu. À partir du moment où je triche pas avec cette proposition-là, en salle de répétition, ce sont des comédiens en salle de répétition. Sur scène, ce sont des personnages sur scène. Et alors, c'est comme un peu si je me disais qu'on allait travailler avec tout ce que représente le mot être en représentation, représente en représentation. C'est mal dit, mais bon. Non, mais... je veux voir ces vieux-là ou ces êtres vieillissants-là en représentation assumée, ouverte, sans filtre de ce qu'ils ont à dire, de cette peur, mais aussi cette fierté du vieillissement. Vraiment. Ils arrachent le nouveau monde à nos pensées, mais en même temps, ils ont un culte des jeunes qui sont là et qui veulent complètement changer les choses. Moi, je suis un être qui vieillit également. Je me mets beaucoup dans l'univers de ces personnages-là, comme Larry l'a fait. Mais on a très hâte de découvrir ça au Centre du théâtre d'aujourd'hui et au Trident à l'hiver prochain. Avec une gang formidable. Vraiment. Merci, Claude. Merci, Olivier. Marc-Antoine Malo, co-directeur général et directeur administratif, merci d'être là au lancement, mais d'être là en général. Tout ce que tu fais, c'est immense pour le théâtre et pour notre communauté. On avait envie de partager certaines initiatives du Trident, dont l'abonnement. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs types d'abonnements. Est-ce qu'on peut en expliquer un petit peu en fait, l'abonnement demeure le tarif le plus avantageux au Trident, que ce soit le tarif aîné, tarif 35 ans et moins, ou le tarif régulier. On a également le tarif avant-première qui permet d'avoir une réduction supplémentaire. Ce qui est beau, en fait, de l'abonnement, c'est que on va pas juste selon nos thématiques de prédilection, nos affinités artistiques. On a vraiment la possibilité de découvrir tout au long de l'année plein de propositions. Oui, puis c'est aussi une promesse qu'on se fait, en fait, de mettre des sorties culturelles à notre agenda. On poursuit d'autres initiatives? Oui, le Pays ce que vous pouvez, qui est une collaboration avec le Grand Théâtre de Québec, où on permet aux gens, à certaines représentations ciblées dans l'année, de payer ce qu'ils peuvent, donc à partir de 15 $. Il va y avoir une nouveauté cette année, un tarif préférentiel pour les 30 ans et moins, qui n'auront qu'à payer 30 $ pour venir au théâtre. Exact. Le Trident est également heureux de s'associer au Billet du cœur Desjardins, où on permet en fait à des organismes communautaires de venir au théâtre. Toujours dans un souci d'accessibilité au théâtre, on va faire 2 nouvelles initiatives l'an prochain. Donc, on va offrir une représentation en audio-description pour Coup de vieux et des représentations traduites en langage des signes pour pompières et pyromanes. Tout en poursuivant les matinées lumineuses Hydro-Québec, où on offre une dizaine de représentations scolaires par année aux écoles, en fait. Puis on leur permet aussi de venir en classe avec un médiateur pour les préparer à cette sortie gratuitement. Il y a les enfants, mais il y a aussi les aînés. Donc, il y a un nouveau projet qui s'appelle En route vers la culture, où on va accompagner des aînés de l'autobus jusqu'à la salle de théâtre, finalement, pour essayer de briser l'isolement, puis de les inviter eux aussi, et de pas rendre ça exclusivement pour les jeunes ou pour les gens qui sont autonomes. Tout à fait, un projet en collaboration avec la Ville
Ville de Québec. Sans oublier les étincelles. Les étincelles de la créativité qui reviennent cette année pour les 5 à 12 ans. Donc, pendant que les adultes sont en salle de représentation, les enfants sont en salle de répétition. Ils préparent une œuvre, puis ils la présentent à leurs parents après la représentation. On ferait pas ça sans les artistes. Donc, on poursuit les laboratoires de création, qui sont des périodes de recherche sur une semaine où les artistes peuvent commencer un processus de travail créatif. Il y a aussi 2 personnes qui se joignent à l'équipe, 2 dramaturges, Sacha Dion et Edwige Morin, qui vont essayer de penser avec moi finalement la prochaine saison, puis accompagner les artistes dans la création de leurs œuvres. Et aussi la direction d'intimité, on a essayé ça sur Ne suis jamais de l'âme sans gants et on veut poursuivre finalement cette initiative-là, d'inviter un directeur d'intimité en salle de répétition quand les scènes sont plus délicates ou ils nécessitent de la nudité, des baisers, etc. Donc c'est aussi d'autres pans de métier du théâtre qu'on souhaite mettre de l'avant. Donc, c'est ce qu'on peut partager aujourd'hui. Et évidemment, tout au long de l'année, de nouvelles initiatives vont être annoncées pour bonifier l'expérience théâtrale. Merci d'être là, de faire tout ce que tu fais. Puis, on se retrouve pour cette grande saison théâtrale. Merci, Oli. La célèbre écrivaine Jane Austen sera à l'honneur en mars prochain avec l'une de ses plus grandes œuvres, Orgueil et préjugés, adaptée par Marianne Marceau. Cette critique des classes sociales sera mise en scène par Marie-Hélène Gendreau. Portée par plus de 14 interprètes, cette ode au désir féminin et à l'autodétermination sera à la fois pétillante et bouleversante. Marie-Hélène Gendreau, metteuse en scène, tu vas monter l'an prochain une œuvre phare de la littérature mondiale, carrément, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Pourquoi c'est une œuvre aussi importante? Je pense pour la beauté des personnages, pour la construction de leur amour qui n'est pas du tout juste une passion ardente et dévorante. Tu sais, c'est comme s'ils sont... pour le personnage d'Élisabeth, entre autres, là, beaucoup que Jane Austen a campé puis qui, je pense, est un peu à la lumière de l'autrice elle-même, qui a une intelligence puis qui a une liberté de penser. Donc, elle, quand elle se retrouve devant un homme, comment elle recherche l'amour, il y a déjà quelque chose qui interpelle puis qui traverse le temps. Et tout le rapport à l'orgueil et les préjugés aussi, c'est sûr qu'on va porter une attention particulière dans ça parce qu'on s'aperçoit qu'on on continue d'être poreux, poreuse aux parties de préjugés et d'orgueil qu'on a dans notre rapport à l'autre aussi. C'est une sensation qui est inexplicable un peu aussi, l'orgueil, ou en tout cas, c'est un sentiment qui est subtil, qui est tout en porosité, qui est rarement aussi abordé de manière aussi délicate au théâtre. Souvent, l'orgueil, on voit ça comme quelque chose de véhément, puissant. Oui, c'est ça. Puis quand est-ce qu'on dit de soi, moi, je suis une orgueilleuse? Quand même, tu sais, on peut dire, moi, je pense que je suis agressive, moi, je porte de la colère, de l'orgueil. Il y a quand même un préjugé aussi autour de l'orgueil. Complètement. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose de positif, des fois, d'être un peu orgueilleux. Ouais, je pense que oui. Peut-être quand on s'amène honnêtement vers l'autre aussi, il y a peut-être des parts d'orgueil qui nous amènent à être meilleurs. Vraiment. Tu sais, c'est comme l'ambition, un peu aussi. L'ambition, souvent, pour une femme, c'est vu de manière très péjorative. Oui. Je pense que peut-être que l'orgueil fait partie de cette famille-là. On va gratter. T'es à coquiner avec Marianne Marceau qui va signer l'adaptation du roman. C'est un roman du 19e siècle. C'est quoi les enjeux qui vous semblent les plus brûlants ou qui font référence à des comportements d'aujourd'hui ou des enjeux sociaux qu'on devrait aborder? Qu'est-ce qui reste encore du 19e siècle jusqu'en 2023 d'Orgueil et préjugés? Je pense que Marianne, tu sais, on dit que c'est une grande œuvre féministe. C'est peut-être une œuvre qui a ouvert, puis elle est très lumineuse aussi. Il y a énormément de joie de vivre dans dans ce texte-là, dans ce roman-là. Puis c'est sûr que Marianne, c'est une femme très intellectuelle aussi. Tu sais, elle est dans son corps aussi comme actrice et tout ça, mais c'est vraiment une femme de tête. Donc, elle porte une attention très particulière à toute la liberté de penser des personnages féminins. C'est d'abord ce qu'elle veut mettre de l'avant aussi. Puis moi aussi, ça m'anime. Puis je vais venir aussi peut-être dans mon écriture scénique mettre la couche peut-être plus de charme et tout ça, parce que je pense qu'on s'y attend un peu. Puis c'est un rendez-vous près du printemps, fait qu'on va avoir besoin des fleurs puis des artifices de la fantaisie. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, Maria Alexandrov va m'assister, fait que c'est Marianne, Maria
et Marie-Hélène, qui sommes comme les têtes porteuses du projet. Puis je me suis tournée vraiment plus vers des concepteurs masculins pour qu'il y ait un rapport aussi par rapport à l'écran esthétique qu'on va mettre à l'œuvre pour créer les résonances aussi avec le monde d'aujourd'hui. Tu sais, c'est ça notre défi. Aujourd'hui, on se pose moins la question, suis-je mariable? Tu sais, qu'est-ce qui me rend vraiment mariable? Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que moi, je serais plus attirante? Toute la diversité des corps. C'est sûr que je vais porter attention à ces éléments-là aussi dans le casting parce que je pense que ça, c'est peut-être une couche aussi qui est beaucoup moins... peut-être moins vue ou perçue aux premières lectures de l'œuvre. Puis dans la finesse de Jane Austen qui traverse le temps, je pense qu'il y a ces liens-là aussi d'enjeux actuels qu'on doit amener. Puis chaque parent aussi, si je pense à Miss Bennet, bien, chaque parent a envie que son enfant ait le meilleur. Puis dans le monde actuel, avec tous les enjeux environnementaux premièrement, puis sociaux, je pense aussi, en étant mère, que je vais amener comme une zone de lumière aussi sur ce que je souhaite dans les relations aussi interpersonnelles. Semblerait-il, il y a des gens qui disent ça, là, je peux pas nommer les scientifiques, mais que comme animaux, on souhaite être en couple avec quelqu'un qui va nous apporter aussi quelque chose de plus parce qu'on veut créer une famille puis on veut fonder comme autre chose. Fait que... Marianne me relançait aussi là-dessus quand même. Elle va porter une attention aux différents types d'amour que l'œuvre met de l'avant. Parce que, bon, le personnage de Lydia est beaucoup dans « OK, je veux des one night, je veux vivre des passions, tu sais, tout ça. » Après, il y a vraiment de l'amour amitié, il y a de l'amour plus obligé pour justement sortir de sa situation, puis composer avec ce que c'est aussi de manière plus rationnelle. Puis, fait que c'est tous ces éléments-là qui sont stimulants, puis l'œuvre est riche. Puis le nombre de personnages aussi. Mais c'est ça, je m'en allais sur le fait que c'était la 3e mise en scène au Trident, tu as fait Le Vrai Monde, La Duchesse de Langeais, des Tremblay, des plus petites distributions. Là, tu te retrouves avec 14 interprètes, un roman de la littérature britannique, on est complètement ailleurs. C'est quoi les défis qui s'annoncent pour toi avec cette production-là? Bien oui, déjà de faire des tableaux avec 14 acteurs, mais la fièvre, la passion de la création est la même. Puis, tu sais, je pense que j'ai assez de métier pour penser diriger 14 acteurs maintenant. Ça me stimule au bout parce que c'est vrai qu'on m'a confié plus des huis clos. Puis là, il va y avoir de l'exubérance aussi dans les tableaux, les scènes où on est dans le bal carrément. Fait que je sais que je suis bien entourée aussi parmi les concepteurs pour penser rendre ces morceaux-là plus grands que nature. Les défis aussi, ben c'est ça, c'est toutes les résonances actuelles, tout en servant l'œuvre, parce qu'il y en a plusieurs fervents, tu sais, puis fans de cette œuvre-là. Complètement. Il y en a même qui de ton équipe, Olivier. Ah oui, je les connais bien. Pour ne pas nommer Mylène, qui la relie annuellement, puis qui va me challenger si je fais quelque chose à un pas d'écart. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a de faire des choix judicieux pour rendre une œuvre contemporaine qui nous donne encore des frissons, qui nous prend à la tête aussi, qui est pas dans une banalité, mais qui nous fait rire, qui nous donne envie de mâcher de la gomme puis aller dans le vent. Wow! Merci Marie-Hélène. Merci. Nous célébrerons la fin de saison avec une réactualisation du mythe d'Orphée par Isabelle Hubert. Cette coproduction avec Alan Lake Factory questionnera notre relation aux enfers et les gestes que l'on pourrait poser par amour. Créée conjointement par le chorégraphe Alan Lake et la metteuse en scène Frédéric Bradet, la proposition sera à la fois charnelle et exubérante. Frédéric Bradet, metteuse en scène, Alan Lake, chorégraphe, vous allez vous attaquer au mythe d'Orphée, qui est un mythe de la mythologie grecque carrément, qui va être écrit par Isabelle Hubert. Qu'est-ce qui t'a attiré, Alan, dans le fait de te réapproprier cette histoire-là qui date de plusieurs centaines d'années?
Ça fait plusieurs œuvres que je m'intéresse à ces récits-là, donc où être influencé par le narratif. Le Cri des Méduses, c'était le tableau de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse. L'effritement des parades, on a plongé, moi et mon équipe, dans le mythe de Perséphone. Donc, ça fait plusieurs années qu'on associe les symboles à la danse. Là, cette fois-ci, pourquoi pas faire émerger réellement le récit et se confronter à cette discipline-là théâtrale. Donc, vraiment assumer qu'il y aura des choses extrêmement concrètes et des éléments plus oniriques que la danse et le théâtre d'image permettent. Comment tu entrevois l'alliage entre les mots et un corps en scène? Bien, c'est sûr que là, et nous serons tous une équipe pour affronter ou apprivoiser ce monstre. Donc, pas de réponse immédiate. Il y a tellement de façons. Donc, je pense que dans l'exploration, pour voir ce qui va émerger du vivant, va être vraiment important. Mais l'idée est vraiment d'aller vers, d'assumer le texte et non pas finalement s'influencer d'eux et l'extraire. Parce que souvent, dans plusieurs processus, je pars d'une matière, d'une image et on l'extrait. On sent la trace dans le corps des artistes. Mais là, le but n'est pas de l'extraire. Frédéric, ta première mise en scène, c'était l'usine au Périscope cette année, qui était aussi un alliage entre la danse et le théâtre. Pourquoi vouloir mettre en scène des corps? D'où vient cette obsession-là qui est chez toi? J'ai découvert les arts vivants par la danse d'abord, en étant abonnée à la danse avec ma mère quand j'étais petite. Puis ça m'a toujours fascinée de voir ces corps qui se meuvent là, puis qui sont tellement des vecteurs d'émotions pures, brutes. Des fois, la parole nous amène dans le concret, bien évidemment, mais ça nous permet pas, des fois, d'aller au-delà de ce qui est devant nous, puis juste de laisser aller notre imagination, puis de nous permettre de nous se faire sa propre interprétation. Ça m'a toujours fasciné qu'un spectacle ou que des artistes, la danse, le théâtre nous permettent de dire, ben regarde, tu choisis ce que tu as envie de voir aussi ce soir, selon ton état dans lequel tu es à ce moment-ci. Je trouve que ça donne une liberté extraordinaire. Puis d'allier les deux. Moi, évidemment, je suis au paroxysme du bonheur parce que je trouve que là, on peut avoir à la fois une histoire qui est racontée, qui est plus concrète, qu'on va suivre, mais aussi toute cette part d'abstrait, de poétique, qui nous permet, nous, comme individus, chaque individu va vivre sa propre expérience, puis va s'en jaser après. « Ah oui, ça t'a fait ça, moi ça. Hein? OK, j'avais pas vu ça comme ça. » Et là, la discussion, la réflexion s'amorce, puis continue bien au-delà de la salle de spectacle. Puis pour moi, ça, c'est pari réussi, parce que c'est ce qu'on veut, que les gens échangent après, tu sais, l'œuvre. On parle de symboles, on parle d'abstraction. C'est quoi les premières images qui vous sont venues de manière très, très instinctive? Peut-être qu'elles resteront pas, mais c'est quoi les premiers élans que vous avez auxquels les spectateurs pourraient être confrontés? C'est une bonne question, parce qu'il y a plusieurs parties du mythe. C'est un mythe qui n'est pas si connu que ça. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'Orphée va à plusieurs endroits. Donc, il y a des éléments, il y a le démantèlement, il y a le démembrement d'Orphée, donc la mort d'Orphée, qui est beaucoup traitée. Il y a aussi la façon dont il y a la capacité d'ensorceler tant l'inanimé que l'animé, c'est-à-dire vraiment, il fait descendre les chaînes des montagnes, les roches vont autour d'eux, les animaux, les gens ils descendent en enfer, donc il y a sa descente aux enfers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup d'images, et depuis le 16e siècle, beaucoup de peintures, de gravures et de textes. Fait qu'on plonge là-dedans. Fait que j'aurais le goût de dire que tout ça est en train d'émerger. Il y a certaines fascinations, bien sûr. J'aurais le goût de dire ça, comme ça. C'est sûr que l'enfer... Tu sais, Orphée, on connaît beaucoup le mythe d'Orphée pour sa descente aux enfers, pour retrouver sa bien-aimée Eurydice. C'est fascinant à la base, l'enfer, parce que l'enfer n'est pas le même pour tous. C'est ce qui fait que l'alliage dans ce théâtre est intéressant, parce que l'enfer, il peut être dans nos têtes, mais il peut être aussi physique, un lieu physique. Donc, d'où l'exploration entre les deux formes d'art, les deux disciplines est intéressant parce que comment décupler là, cette chose-là qui nous habite dans nos corps, dans nos têtes, différemment, ça va être intéressant à explorer. On parle de deux disciplines, donc c'est deux manières de créer, mais c'est aussi des types d'interprètes qui sont vraiment différents. Comment on dirige un interprète de théâtre versus un danseur, une danseuse?
pour toi qui l'as fait durant l'usine? Moi, je pense qu'on part de la même place. Qu'est-ce que ça nous fait émotivement? Tu sais, si on va créer des images ensemble, tous ensemble, puis le but, c'est que tout le monde participe aux mêmes choses, là, tu sais, que tout le monde soit amené à sortir de sa zone de confort puis à arriver dans une vulnérabilité. On part de ce que ça nous fait. Par exemple, l'enfer, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la vulnérabilité? Est-ce que c'est de la résignation? Puis qu'est-ce que ça nous fait? Parce qu'un acteur va peut-être aussi juste vivre quelque chose dans son corps bien avant que le mot sorte. Puis peut-être que le danseur va nous arriver puis va faire un son bien avant que le corps s'active. Je pense qu'on va se laisser une liberté là-dedans puis que ça va être très intéressant, mais je pense qu'il faut l'amorcer du même point. Faut pas trop le voir, deux disciplines, puis on essaie de... Parce que finalement, on est des êtres humains, là, tu sais, puis on sent les choses... de façon distincte, bien sûr, mais quand même, ça part d'un instinct, d'une pulsion. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la pulsion créative aussi là-dedans. Je veux que les interprètes, que ce soit des interprètes en danse ou en théâtre, aillent au bout de quelque chose, puis que ça soit pas tranquille. On n'aime pas l'intranquillité, là, puis on n'aime pas le confort. Sur une scène de théâtre, je veux voir quelque chose qui va nous confronter peut-être, mais qui va nous provoquer des émotions. Tout à fait, puis c'est sûr que le mythe, quand tu parlais du mythe tout à l'heure, c'est pourquoi on est intéressé à un mythe, c'est tous ces antagonistes-là que le mythe nous propose, hein, tragique, magnifique, autant cette grande traversée épique que cette petite main qui va réconforter le cœur. Donc, toutes ces espèces de dualités ou paroxysmes opposés, ben, on va le travailler pour que ça puisse émerger sur scène. Puis diriger, comme tout à l'heure, ce que tu proposais, c'est qu'on a chacun nos cultures, notre senti. Donc, que ce soit par la voix ou le corps, on veut juste que ça émerge. T'sais, fait que la direction est un peu la même, mais après, c'est sûr qu'il y a des spécificités techniques à laquelle on va jouer. Là. Mais au départ, j'aime ça, ce que tu dis sur c'est le senti, puis de voir à ce que ça se produise devant nous, cette émotion. Merci vous deux. On se retrouve au printemps. Oui, merci Olivier. Merci Olivier. Délicieuse autofiction sur la vie rurale et l'identité, Michel-Maxime Legault se livre avec impudeur dans cette histoire qui est la sienne. Mise en scène par Marie-Thérèse Fortin, cette coproduction avec le Grand Théâtre de Québec, la Marée Haute et le Théâtre du Tandem en Abitibi sera une rencontre très intime présentée au Studio TELUS pour 94 spectateurs à la fois. Michel-Maxime Legault, auteur, comédien de Michelin, un spectacle qu'on va présenter au Studio TELUS. C'est une coproduction entre le Théâtre du Trident, le Grand Théâtre de Québec, la Marée Haute qui est ta compagnie et le Tandem en Abitibi. Donc, tu vas parcourir toutes ces régions-là pour la création de ce spectacle-là. Comment entrevois-tu cette aventure-là? Bien, c'est vraiment une grande rencontre qu'on prépare avec ce projet-là. C'est parti de quand Alexandre Castonguay m'a dit « Ce texte est né de ton histoire en région, donc tu dois commencer ça en région. » Fait que j'ai fait « Ah ben oui, c'est tout à fait logique. » Et on s'est dit « Bon, on va partir ça vraiment en Abitibi, dans le fond d'un rang. Puis on va faire le parcours un peu que j'ai fait, moi, dans ma vie. Donc le parcours, je suis parti du fond d'un rang, je suis arrivé à Québec, j'ai fait ma formation au Conservatoire de Québec. Puis après, j'habite maintenant à Montréal, donc on va vraiment faire ce parcours-là. Puis on l'a fait au Jamais lu l'année passée. On a eu une belle réaction. Le public était... quand je suis sorti de scène, j'ai fait « Ah, ils vont parler du texte, de l'écriture, des personnages que j'ai créés. » Tu sais, j'avais comme envie qu'on me parle de mon écriture, mais finalement, pas pantoute. Ils me parlaient de leurs histoires, puis on dit « Ah, mais moi aussi, je viens de la région, moi aussi, j'ai vécu ça de cette façon-là. » Fait que je me suis rendu compte, j'étais un petit peu étourdi, mais j'ai fait « OK, je pense que la représentation continue au moment où je suis sorti de scène. » Fait que j'ai fait comme « OK, il faut vraiment... » Je pense que c'est une rencontre avec le public. Puis je me suis dit, j'ai comme pas envie, parce qu'on a beaucoup d'autofiction, on a beaucoup aussi, c'est comme une vague. J'avais envie que les gens rencontrent l'humain plus que l'artiste en tant que tel. J'avais vraiment une rencontre humaine, très simple, fait que ça sera... Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de... C'est vraiment... c'est pourquoi on va au studio aussi, c'est quelque chose de vraiment... un contact privilégié, On parle du studio, mais tu vas présenter aussi dans un hall d'aréna, dans un centre communautaire, un peu partout, finalement, dans des contextes qui sont théâtraux, puis des contextes qui sont un peu plus de la vie courante, disons.
Ça aussi, comment créer une production autoportante qui va se présenter un peu partout dans plein de contextes différents? Ben, je sais pas si Marie-Thérèse est là, ou Églantine Mailly, ou Jean Bart, mais je pense que les concepteurs vont vraiment réfléchir à ça, parce qu'on avait ce souci-là de se dire, est-ce que nos spectacles circulent au Québec, puis tout ça, puis ils vont dans des salles qu'on connaît et tout ça, puis on s'est dit comment faire en sorte que ce spectacle-là peut partir du centre communautaire de Moffett, venir à la salle du Grand Théâtre et après revenir puis faire Maurice O'Brady. Et d'arriver à ce que cette scénographie-là puisse répondre à toutes ces salles-là. Fait que c'est vraiment un gros questionnement qu'on a. Et de se dire qu'on garde quand même le contact privilégié avec le public. Donc, c'est vraiment... c'est un défi. Mais en même temps, on avait envie que le public puisse avoir accès à ce spectacle-là partout au Québec. Donc, c'est le but de... On fait une première année, après, sûrement, on envisage une tournée ou quelque chose comme ça, mais on a envie vraiment que les gens puissent avoir ça dans leur église, peut-être même, dans des lieux qui, des fois, on utilise plus ou moins, puis de réfléchir différemment l'accès à la culture. Ouais. Donc, l'expérience intime est quasiment plus importante que l'expérience esthétique dans ce contexte-là, parce que... Clairement, parce que, tu sais, c'est parti d'une histoire très simple, qui est partie de mes parents qui ont eu cet enfant, qui se sont dit, les deux derniers, on va leur donner nos noms. Fait que mon frère a hérité du nom de Yvon. Et après, ben moi, j'étais supposée de m'appeler Micheline. Fait qu'ils ont fait, ah, c'est un gars, on va l'appeler. Et ils ont pensé m'appeler Michelin. Et ma sœur schizophrène qui avait tout sa tête a fait, non, là, c'est pas un pneu, là, on va l'appeler autrement. Fait que finalement, j'ai hérité du nom de Michel, puis finalement, Michel Maxime, je compte ça parce que Michel Maxime est né à Québec. Parce que c'était l'Union des artistes, on ne pouvait pas avoir deux Michel Legault, alors il a fallu que je rajoute Maxime quelque part. Fait que c'est tout ça que je raconte, puis mon parcours à Québec a été très important dans toute cette épopée-là, parce que j'étais comme déraciné de ma terre natale pour arriver à Québec, donc c'est vraiment important de passer par ici. À quel point aussi, tu sais, le nom peut définir l'identité. Il y a un peu de ça aussi. Comment les gens nous appellent, mais aussi comment les gens nous portent des étiquettes. Ou en tout cas, il y a un peu de ça aussi là-dedans. Oui, il y a l'idée du nom, mais c'est une métaphore qui est encore plus grande. Tu as parlé plus tôt de Marie-Thérèse Fortin, qui est ton acolyte là-dedans, qu'on connaît tous très bien. C'est quoi votre lien d'amitié? Pourquoi avoir choisi Marie-Thérèse? Bien, on a travaillé ensemble sur un autre projet qui était Verdict, puis on s'est beaucoup aimé. C'était important pour moi d'avoir un premier contact avec elle en premier, parce qu'on s'est dit, si c'est quand même mon histoire, c'est tout ça, c'est comme très... Il y a beaucoup de vulnérabilité là-dedans. Fait, et elle vient de la région, elle vient de la ferme, fait qu'elle s'est dit, ah ben oui, je comprends toutes tes références, véler un veau, tout ça, je comprends tout ça. Fait qu'elle s'est dit, ah, ben, j'aimerais ça, pouvoir, par la mise en scène aussi, réfléchir à ça, puis de pouvoir rencontrer le public de sa façon aussi. Et ben, elle était au Trident aussi, fait que donc tout ça, pour nous, c'était important en tout cas, de s'unir, puis de rencontrer tout ce monde-là et renouer avec des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi. Complètement. Elle a un parcours quand même similaire de ville en ville que toi. On se retrouve à l'hiver prochain. Mais oui. Merci, Michel Maxime. Merci à toi. Si tu avais 2 mots pour décrire les sensations que tu souhaites générer chez le public, ce serait quoi? C'est une question piège? Non. 2 mots. Ça va être un peu plus, mais... Hey boy. 2 mots? Tu me limites alors qu'on vas-y avec un paragraphe. Attends un peu. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui comment je dirais, qu'il y ait un sourire ou un rire qui se dépose là ou qui se laisse aller. Il y a le mot texture. Il y a quelque chose par rapport à la texture dans ce show-là qui est importante, je pense. Il y a le souvenir. 2, c'est dur. OK, parfait. Bien sûr. Fait que, mettons... C'est une question en développement. OK, parfait. Ce qui nous fascine chez Orphée, c'est l'élan de courage, d'instinct qu'il y a eu de faire « je descends aux enfers, peu importe ce qui va arriver ». J'aimerais que le public ait cet instinct, cet élan de vivre puis d'aller vers l'action, une espèce de sentiment de « OK,
j'y vais. Je fais quelque chose, tu sais, en sortant, il y a un élan de... Il y a certainement le souvenir. Le roman parle de souvenir. C'est comment on se souvient d'une époque, comment la mémoire reconstruit. Fait que la construction du souvenir, ça, c'est très important. Là, je pense à la réflexion en général, on a envie de partir avec les gens, de réfléchir. C'est-tu enivrement? Quelque chose qui dépasse le quotidien, bien entendu. Cette épique, épopée, traversée. La communication avec le public, je dirais, c'est comme essentiel. Je pense vulnérabilité. Je pense que j'ai envie que les gens viennent me voir puis me disent hey, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ce contact privilégié-là avec le public. Avec ça, il y a évidemment une nostalgie. Puis il y a aussi il y a un courage, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un courage puis un éclatement. Une exaltation. Moi, j'aime toujours, quand je sors d'un show, puis je suis comme, il y a comme une... T'as la chair de poule ou t'as vécu de quoi? Tu sais, l'expérience. Pour moi, ça... Faut pas juste que ça se résume à « j'ai passé une belle soirée », là. C'est « j'ai vécu quelque chose ». Souvenir, éclatement, héritage, texture. J'ai perdu le 5e. Il n'y en avait pas d'autres, mais tu peux en rajouter un dernier. Ça pourrait être mon dernier. Couleur. Oui, il faut qu'il y ait des couleurs, là. Oui, des couleurs. Moi, j'ai envie d'une fantaisie de l'esprit amoureuse. Wow! C'est quoi cette fantaisie-là? Ben, Découvrons-la! Découvrons-la. L'hiver prochain. Il faudra que le théâtre soit un lieu de pardon et d'abandon. Un lieu qui prône le doute et l'incertitude, l'euphorie et la métamorphose. Pour continuer de se réunir, la prochaine décennie sera vorace. Il faudra être plus ludique que les téléréalités, plus créatif et plus diversifié que l'Assemblée nationale, plus coloré que nos feeds Instagram et plus engagé que la dernière série à dévorer. Il faudra que ce soit un haut lieu de festivité, un espace pour laisser nos corps vibrer, de l'autobus au hall d'entrée, des applaudissements jusqu'au bras de Morphée. Il faudra être des émetteurs de fièvre, celles qui donnent chaud, apaisent et guérissent.